Si ça vous va, on commence, hein. Il est 11h02, presque 3, et je crois il faut respecter les horaires. Alors, bonjour à tous et à toutes. On est assez pour faire 2 tables de tarot, j'ai l'impression, c'est bien. Donc, on peut commencer. Donc là, c'est une session qui est mixte entre le collège et le CARO, hein, le club des anesthésistes réanimateurs en obstétrique. Mon compère à ma droite est le professeur Lionel Bouvet. Professeur déjà? Non? Ouais, bientôt, on va dire. Qui est de Lyon. Moi, je suis Dan Benamou, je suis de Paris. Et puis, donc, on va avoir 3 exposés dont vous voyez les intitulés et les noms des orateurs qui sont indiqués sur le grand écran. Et peut-être on passe directement la parole au professeur Marie-Pierre Bonnet, qui va vous parler des soins critiques en maternité, un sujet important, difficile, enfin, de longue haleine en termes de discussion, mais qui commence à prendre forme de façon intéressante aujourd'hui. Marie-Pierre, merci beaucoup. Merci Dan pour cette présentation. Donc, moi je suis Marie-Pierre Bonnet, je travaille à l'hôpital Trousseau à Paris, c'est un hôpital mère-enfant. Et donc il y a pour spécificité de ne pas être accolé à des soins, à des services adultes. Et on va voir ensemble aujourd'hui aborder les soins critiques en maternité sous le biais un peu de leur organisation et un peu de contenu aussi. Alors, vous savez que la santé maternelle est habituellement représentée sous la forme d'un spectre continu qui commence avec la grossesse normale et qui peut aller jusqu'au décès maternel, avec une représentation classique de la morbidité maternelle sévère et de la mortalité sous la forme d'un iceberg dont la partie émergée représente la mortalité maternelle. Donc l'idée de ce concept de continuum, c'est un peu le fait que les femmes qui vont présenter une complication, il y a une sorte de continuum qui peut se présenter si on n'intervient pas à un moment donné. Cette pathologie maternelle elle va se confronter au parcours de soins classique qui s'applique dans tous les domaines de la médecine, et donc avec une prise en charge d'abord externalisée, une hospitalisation classique, donc en obstétrique, ce sera soit la suite de couches en l'absence de pathologie, soit les services de GHR, de grossesse à haut risque, lors d'une pathologie en cours de grossesse. Et puis, lorsqu'un événement morbide, sévère, aigu et critique peut survenir, et donc qui représente un peu l'extrémité du spectre qu'on vient de regarder ensemble, la femme peut être prise en charge dans une unité de soins critiques. Et la particularité, c'est que ces soins critiques et les soins critiques et leur définition vient juste d'être rebattue le mois dernier par un décret qui a été publié le 26 avril 2022, le dernier daté d'il y a 20 ans, et qui redéfinit à la fois le contenu et leur organisation en France. La grande particularité, c'est que les soins critiques sont maintenant divisés en 2 parties. La première partie concerne les soins intensifs polyvalents et de spécialité. Dans les soins intensifs polyvalents, on va distinguer les soins intensifs polyvalents contigus et des soins intensifs polyvalents dérogatoires. Et on va voir que ça peut s'appliquer à l'obstétrique. Et enfin, la partie réanimation pure. Alors, voici un tout petit peu le contenu. Alors, cette diapositive, elle n'est pas très belle, mais je suis désolée, mais c'est des copies de texte des passages les plus importants de ce décret. Donc, comme je vous le disais, il révise les derniers décrets qui dataient de 2002. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 1 an pour se familiariser avec eux, puisqu'ils doivent être appliqués à partir du 1er juin 2023. Alors, quel est le contenu? Eh bien, dans ce décret est défini, comme je vous le disais, les unités de soins de réanimation. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit des unités de soins qui vont prendre en charge les patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances d'organes qui vont mettre en jeu directement le pronostic vital ou fonctionnel des patients et qui peuvent impliquer donc une prise en charge reposant sur le recours à une méthode de suppléance d'organes, en fait. Quelle est la différence avec les soins intensifs polyvalents? Eh bien, dans les unités de soins intensifs polyvalents seront pris en charge des patients uniquement susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances d'organes. En fait, c'est le mot « qui présente » qui est soustrait par rapport au mot « réanimation ». Alors, comme ils sont susceptibles de présenter une défaillance, eh bien, arrive parfois cette défaillance. Et lorsqu'ils présentent cette défaillance et qu'ils sont en unité de soins intensifs, il s'agira donc de transférer ces patients dans une unité de réanimation. Donc, voilà, ces unités de soins critiques, elles sont distinguées en 2 niveaux de prise en charge qui sont bien différents. Et donc, c'est la particularité de ces nouveaux décrets.
Et bien sûr, à ces définitions sont attelées des obligations d'organisation, et notamment en termes de ressources humaines et matérielles. Donc quand on parle de soins critiques, il est obligatoire d'avoir une présence médicale, paramédicale et des ressources matérielles disponibles H24 et 7 jours sur 7, notamment en termes de recours à des services de médecine, de chirurgie, d'imagerie, de laboratoire. Et puis le ratio soignant-patient est très bien défini, avec une différence entre les unités de réanimation et les unités de soins intensifs polyvalents. Quand on parle de réanimation, il faut qu'il y ait au moins, plus de 8 lits, avec un ratio 2 infirmiers pour 5 lits et 1 aide-soignant pour 4 lits, alors que pour les unités de soins intensifs polyvalents, il s'agira d'un ratio 1 infirmière ou un infirmier pour 4 lits, et le jour, 1 aide-soignant pour 4 lits et 1 pour 8 lits la nuit. Comme je vous le disais dans le diapositive précédent, on distingue les soins intensifs polyvalents, contigus ou dérogatoires. Dérogatoires, c'est-à-dire quand ils ne sont pas attenants à une réanimation, et donc il doit y avoir des conventions qui doivent être mises en place avec des unités de réanimation dans d'autres hôpitaux ou dans d'autres structures de manière obligatoire. Et puis sont également distingués dans ces décrets les soins intensifs spécialisés, avec écrit noir sur blanc, donc soins intensifs de cardiologie, de neurologie, d'hémato. Tout est décliné aussi également sur le versant pédiatrique, évidemment, mais pas une fois est mentionné le mot obstétrique. Donc, voilà. Et donc, finalement, quand on cherche à essayer de rentrer dans cette case, eh bien, la case qui correspondrait le mieux, c'est les unités de soins intensifs polyvalentes dérogatoires, finalement, puisque on va voir que dans la plupart du temps, on a besoin d'être à proximité plus de la salle de naissance, beaucoup plus que de la réanimation, souvent. Et donc, cette proximité avec la maternité constitue un caractéristique dérogatoire par rapport à la réanimation. Et pourtant, les soins critiques en obstétrique, ça constitue une problématique hautement spécifique. Alors, déjà, une des limites importantes, c'est qu'on dispose de peu de données scientifiques qui s'intéressent spécifiquement aux soins critiques en obstétrique, et souvent, on est quand même obligé d'extrapoler tout ce qui est disponible dans la littérature sur la population générale des soins critiques. Et cette extrapolation, parfois, elle peut être délicate. Pourquoi ? Parce que la prise en charge obstétricale, vous le savez, elle présente des spécificités très importantes qui sont dues majoritairement donc, aux modifications physiologiques et pharmacologiques qui sont observées dans l'organisme maternel qui est lié au développement de la grossesse. Et puis la particularité, c'est et c'est vraiment un peu ce qui est tricky, on va dire, c'est de prendre en charge 2 patients simultanément, donc avec parfois des enjeux qui sont contradictoires, et avec donc une question qui se pose plusieurs fois par jour dans la prise en charge de ces patientes. Y a-t-il une indication ou pas d'extraire cet enfant pour prendre en charge la mère et ou l'enfant ? Et donc ça, c'est vraiment la particularité de ces prises en charge de ces patientes qui vont présenter des complications sévères. Une fois que le bébé est sorti, se pose également la question, vous le savez, de la proximité de l'enfant avec sa mère, qui est également une spécificité de cette population. Et on doit s'interroger sur l'accueil du nouveau-né auprès de sa mère, et ce qui est un concept qui est clairement développé en néonatologie, le concept du rooming in, où en fait on va préserver au maximum la proximité de la mère et de son enfant, et donc cette dyade mère-enfant. Et donc, c'est un enjeu pour les soins critiques d'essayer de limiter au maximum la séparation des deux. Alors, je vous disais du diapositive précédente qu'on n'a pas beaucoup de données sur les soins critiques obstétricaux. On en a quand même quelques-uns de qualité, c'est ça surtout, sur des données françaises. Alors, tout d'abord, quand on s'intéresse à l'incidence, c'est-à-dire quel est le taux d'admission en réanimation des patientes en obstétricale. Alors, on dispose de 2 études qui ont été réalisées à partir de données du PMSI, donc qui sont les données du codage, et donc qui permettent d'identifier toutes les patientes à l'échelle nationale qui ont été admises en réanimation avec un code O, donc qui suggère une grossesse ou un accouchement récent. Et donc une première étude par Anne Chantry qui concernait la période 2006-2009 et puis qui a été actualisée par une publication dans ACCPM, donc qui est le journal d'anesthésie-réanimation de la SFAR et donc de la France, et qui concerne la période 2010-2014. Alors, le premier résultat, c'est qu'on va avoir un ratio autour de 4 admissions en réanimation pour 1000 accouchements.
Donc c'est un chiffre à retenir. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus tous les jours, mais en fait c'est cohérent également avec les données internationales. Deux caractéristiques à soulever, c'est que depuis 2006, depuis presque 15 ans, qu'est-ce qu'on observe? Une tendance permanente à la diminution de ce ratio d'admission en réanimation. Donc il y a moins en moins de femmes de manière significative qui sont admises en réanimation en France. Par contre, ce qui est observé dans les deux études, c'est qu'on a une augmentation de la sévérité de ces femmes qui est illustrée par le score SAPS-2, qui est un score de sévérité des patients admis en réanimation. Donc moins de femmes, mais des femmes plus sévères qui sont admises en France en réanimation. Et l'autre caractéristique, c'est surtout dans la deuxième étude qui était dans une revue nationale et donc qui décrivait également les variations entre les régions. Eh bien, on observe une très grande disparité régionale avec la région pour laquelle ces admissions sont les plus fréquentes, qui est l'Île-de-France, avec un taux autour de 5 pour 1000, versus la région de Pays de Loire, qui est inférieure à 3 pour 1000. Alors, évidemment, on peut expliquer ces disparités par la variabilité des caractéristiques maternelles, mais c'est évident que ça ne se limite pas aux pathologies maternelles sous-jacentes et à leurs caractéristiques, mais très probablement à l'organisation des soins et à la disponibilité des lits en réanimation qui est très disparate d'une région à l'autre. Alors, si on veut un peu décrire maintenant les caractéristiques des femmes qui sont admises en réanimation, enfin en soins critiques en France, de quelles données dispose-t-on? Donc, c'est une étude qui a été publiée dans Anesthesia Analgesia cette année et qui est l'aboutissement d'un travail de Master 2 du docteur Godberge dans l'équipe Épopée et qui a été fait à partir des données de l'enquête EpiMoms. Donc, c'est une enquête qui avait été réalisée en 2012-2013 et qui permet de disposer de données de très bonne qualité, puisqu'elles sont très représentatives de la population, puisqu'en fait, à l'échelle de 6 régions en France, ont été inclus de manière exhaustive toutes les patientes qui présentaient un événement morbide sévère selon une définition qui avait été obtenue par un consensus Delphi. Et donc, on a pu également identifier toutes les femmes de manière exhaustive qui étaient admises en réanimation dans ce bassin de population qui représentait 182 309 accouchements, soit 1/5 des accouchements en France. À partir de ces données, donc on a pu identifier un taux d'admission en réanimation de manière prospective qui est autour de 3 pour 1000, donc qui est cohérent avec les données rétrospectives issues du PMSI. Et on a pu un peu décrire les caractéristiques de ces femmes qui étaient admises en réanimation. Donc il s'agissait en gros de 1 femme sur 5 qui allait présenter un événement morbide sévère quand on se met sur le spectre de la santé maternelle et de la morbidité sévère. Donc 1 sur 5 serait admise en réanimation pour une durée de séjour médiane de 2 jours, donc très court. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15% des femmes qui sont admises en réanimation qui ne présentent pas de critères de morbidité sévère autres que cette admission en réanimation, c'est-à-dire, par exemple, pas de défaillance d'organes, en l'occurrence. Quelles sont les causes les plus fréquentes et le moment de survenue de ces admissions en soins critiques en France? Alors, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est quasiment dans la moitié des cas des femmes qui ont présenté des hémorragies obstétricales et pour 1/3, une pathologie hypertensive gravidique. Le moment de survenue le plus fréquent pour 2/3 des cas était la période intra- ou postpartum et la pathologie antépartum ne représente que 1/3 des femmes qui sont admises en réanimation. Mais parce que finalement, comme je vous le disais au départ, se pose de manière récurrente l'idée de sortir l'enfant, enfin de l'extraction fétale pour pouvoir prendre en charge la mère. Et c'est vrai que souvent, c'est assez rare, sauf à des termes vraiment très précoces, que les femmes, la grossesse soit maintenue. Alors, à partir de ces données, on a pu aussi également étudier les facteurs de risque individuels d'admission en soins critiques en France. Mais on a distingué les femmes qui présentaient un autre critère de morbidité, donc une défaillance d'organes, et celles qui étaient juste admises en réanimation sans autre critère de morbidité. Alors, on retrouve le fait d'être né à l'étranger, mais même, plus spécifiquement, donc hors Europe et hors Afrique. Donc, c'est vraiment un sous-groupe de femmes. Et également, le fait d'avoir une grossesse gémellaire, par exemple, est un facteur de risque d'être admis en réanimation avec d'autres critères de sévérité. En ce qui concernait l'admission en réanimation, mais sans autre critères de morbidité, on retrouve le fait d'avoir une pathologie chronique préexistante. Et donc, ça suggère que finalement, c'est des femmes qui sont admises en réanimation, surtout pour une surveillance, en fait. Il y a un risque, c'est ce qu'on voyait dans la définition, en fait, susceptible finalement d'avoir une défaillance d'organes.
Maintenant, si on s'intéresse un peu aux caractéristiques de l'organisation des soins, qui est un peu le cœur de notre présentation aujourd'hui, est-ce que les caractéristiques de la maternité, en l'occurrence, vont constituer des facteurs de risque d'admission en réanimation? Et donc, si on veut être rigoureux, il faut, dans ce cas-là, s'intéresser uniquement aux complications qui surviennent au moment de l'accouchement, puisque si on veut regarder les caractéristiques de la maternité de l'accouchement, on ne peut pas regarder ces caractéristiques sur une pathologie qui survient en antépartum, parce qu'on risque d'avoir un biais de référence, c'est-à-dire les femmes seront orientées vers des maternités où elles peuvent être prises en charge à ce moment-là, mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans une hémorragie obstétricale grave. Donc, quand on regarde un petit peu cette morbidité qui survient autour de l'accouchement et les caractéristiques de prise en charge, alors déjà en termes de voie d'accouchement, on retrouve une association significative avec le fait d'avoir une césarienne. Alors, par exemple, une césarienne en cours du travail pour la survenue d'une admission en réanimation avec une autre morbidité, avec une défaillance d'organes, par exemple. Et puis les césariennes avant travail chez les femmes qui seront juste admises en réanimation. Et donc, on voit bien de quel contexte il s'agit, des femmes qui ont des pathologies chroniques préexistantes, qui ont une césarienne programmée et qui sont souvent prises en charge en réanimation pour surveillance. Maintenant, quand on regarde un peu les caractéristiques de la maternité, eh bien, ce qui est très intéressant à relever, c'est qu'on retrouve une association significative avec le fait d'accoucher dans une maternité de moins de 2500 accouchements et le risque d'être admis en réanimation, que ce soit avec ou sans autres critères de morbidité. Donc le fait d'accoucher dans une maternité de moins de 2500 accouchements est un facteur de risque de présenter, d'être admis en réanimation, après donc ajustement, donc avec prise en compte des autres facteurs de confusion. Également le fait d'accoucher dans une maternité qui n'est pas universitaire. Ces résultats sont cohérents d'ailleurs avec les analyses qui sont faites à partir de la mortalité maternelle et donc qui sont issues des données de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles et qui sont illustrées par cet article de Monica Saucedo et qui avait été également publié dans Anesthesia Analgesia en 2020 et qui évaluait le risque de mort maternelle, mais en postpartum. Je vous dis, c'est vraiment important de ne pas se tromper, parce que sinon, si on regarde en antépartum, évidemment, en fait, il y aura un biais de confusion qui va se créer. Donc, si on regarde les femmes qui présentent un événement, un décès, en l'occurrence, en postpartum, est-ce que le fait, les caractéristiques de la maternité et d'accouchement sont un facteur de risque de mortalité? Donc, en prenant bien en compte ce biais de référencement. Donc, on comparait les cas qui étaient les décès maternels à un échantillon qui était issu de l'enquête nationale périnatale, qui est un échantillon représentatif des femmes qui accouchent en France. Et les auteurs ont retrouvé, après ajustement, une association significative entre le risque d'avoir une mort maternelle liée à une complication en per ou en postpartum et le fait d'accoucher dans une maternité privée, en l'occurrence, par rapport à une maternité publique avec un OR quasiment à 3. Donc, ça a fait couler pas mal d'encre, mais ça illustre la réalité. Et si on veut même être plus précis, et si on s'intéresse par exemple aux décès maternels qui surviennent et qui sont liés à une hémorragie du postpartum, donc ça peut vraiment survenir n'importe où, quels sont les facteurs de risque qui ont été identifiés en termes d'organisation des soins à la maternité? Eh bien, c'est le fait de ne pas avoir d'anesthésiste sur place 7 jours sur 7, qui est un facteur de risque de décès maternel d'hémorragie du postpartum. Vous voyez, avec un node ratio qui a 2,4 après ajustement. Le fait également d'accoucher dans une maternité de niveau 1 et le fait d'accoucher, comme on le disait, dans une maternité privée. Voilà, donc c'est des résultats qui sont importants. Et il faut savoir que ces associations entre l'organisation des soins et la morbidité maternelle sévère et la mortalité, elle est déjà démontrée aux États-Unis depuis 10 ans maintenant, avec donc une littérature qui est disponible et qui montre que lorsqu'on accouche dans une maternité de petite taille, que le ratio patient-obstétricien est faible, par exemple, ou que la densité des médecins spécialistes en médecine materno-fétale, donc c'est une spécialité aux États-Unis, toutes ces caractéristiques d'un accès aux soins qui est plus compliqué et une disponibilité moins grande finalement aux soins obstétricaux et aux périnataux est associée à un surrisque de survenue de complications maternelles, toutes choses égales par ailleurs. Et on dispose même d'une littérature, je vous ai dit, ces papiers ils datent d'il y a 10 ans, mais même actuellement, en 2018, dans American Journal, sont publiées des associations positives entre le fait pour les femmes qui présentent des scores de morbidité importants, donc qui sont évalués par le score de Batman. Vous voyez ici dans ce tableau,
les 3 catégories de risque de comorbidité. Donc les femmes qui ont un score de comorbidité élevé, donc qui présentent des comorbidités importantes, si elles accouchent dans des hôpitaux qu'ils ont qualifiés enfin, on pourrait dire inappropriés, c'est-à-dire qu'avec peu de ressources disponibles par rapport à des hôpitaux ou des maternités qui ont des ressources plus importantes, eh bien, on retrouve un facteur de risque d'événements morbides sévères avec un odds ratio qui est supérieur à 9. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui présentent un score de enfin, qui ont des pathologies, qui ont un risque de complications, si elles sont pas prises au bon endroit, juste les caractéristiques de la maternité de prise en charge, eh bien, on s'expose à un risque de survenue de complications. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir ces notions en tête de l'association entre l'organisation des soins et la survenue de complications maternelles. Alors, suite à toute cette littérature, les Américains, ils ont passé le cap, ils ont proposé une définition de niveau de prise en charge maternelle des maternités en 5 catégories, à l'image de ce qui est fait pour les bébés. Donc, ils font une proposition d'ailleurs de standardisation qui serait à l'échelle régionale et pas à l'échelle, bien sûr, de tout le pays. Et donc, ça a été proposé déjà en 2015 et même réactualisé en 2019. Et bien sûr, l'objectif, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation de la morbidité maternelle sévère qui est liée à la prise en charge, l'objectif final, bien sûr, c'est d'obtenir une diminution de la morbidité maternelle sévère. Alors l'idée, le concept, c'est de pouvoir que lorsque survient un événement de complications maternelles aiguës critiques, eh bien, il faut que de manière adaptée, elle puisse avoir accès à la fois aux soins obstétricaux, mais également aux soins néonataux qui sont adaptés à son niveau de pathologie, et parfois, donc, il y a accès, si besoin, à des soins critiques adultes et également aux services supports qui sont attenants finalement souvent aux soins critiques adultes, que sont la banque du sang, les laboratoires, le service de radiologie. Donc, après prise en compte de ces facteurs, eh bien, donc, je vous disais, la Société de médecine materno-fétale américaine a abouti à 5 niveaux de soins maternels qui vont des maisons de naissance jusqu'aux centres régionaux hyper spécialisés où un accès à tout type de prise en charge est disponible, même aux soins les plus hyper spécialisés, et qui sont même qualifiés de centres experts. Et où donc chaque discipline est représentée à la fin du spectre de l'expertise, on va dire. Alors, où en est-on en France par rapport à ces évolutions de standardisation des soins aux États-Unis, par exemple, et puis donc à cette littérature qui émerge et qui montre qu'il y a quand même un surrisque de morbidité maternelle qui peut être associé à l'organisation des soins? Eh bien, vous savez qu'en France, les maternités, elles sont juste classées en 3 types depuis les décrets de périnatalité de 1998. Et cette classification a entraîné des bénéfices extrêmement importants sur le pronostic des grands prématurés en l'occurrence, avec une diminution significative de la mortalité périnatale. Donc c'était vraiment une avancée certaine pour la prise en charge des patients. Mais quid des mères dans ces classifications? Comment est organisé l'accès aux soins intensifs et donc à la réanimation adulte? Alors quand on regarde même par exemple les guides HAS qui relèvent les indicateurs de qualité des soins en santé périnatale dans le secteur de la naissance, eh bien, il est même écrit noir sur blanc que cette typologie ne prend pas en compte l'offre de soins sur le niveau de risque maternel. C'est-à-dire que ça n'existe pas, on le sait, et on ne le fait pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important face à l'évolution des pratiques et à ces associations, ces surrisques qui sont décrits. Alors, évidemment, bien sûr, il y a des organisations qui sont mises en place à l'échelle régionale, notamment au niveau des réseaux de périnatalité, mais c'est très disparate d'une région à l'autre, parce qu'il n'y a pas finalement de standardisation, il n'y a pas de législation sur cet aspect, et donc le système n'est pas codifié. Et ça dépend aussi finalement de l'implication des anesthésistes réanimateurs au sein de chacun des réseaux. On voit bien qu'il y a une grande hétérogénéité. Et par exemple, lors de la pandémie Covid, eh bien, finalement, les décisions d'admission en réanimation en soins critiques, elles passaient pas systématiquement par le réseau, et même parfois rarement. Et elles suivaient le cursus habituel des transferts en réanimation finalement de la population hors obstétrique.
Donc maintenant, quand on regarde un petit peu quel était le contenu des soins que les femmes reçoivent quand elles sont admises en réanimation, eh bien, si on reprend l'étude de Charlotte Goldberg, on voit que c'est quand même majoritairement, enfin c'est quasiment que les femmes qui sont admises en réanimation avec un autre critère de morbidité que, ouais, j'ai quasiment terminé, qui vont bénéficier de soins de suppléance d'organes. Et d'ailleurs, les outcomes le montrent, c'est-à-dire que les dysfonctions d'organes et les décès maternels ne sont rapportés que chez les femmes qui sont admises avec un autre critère de morbidité. Et donc, ceci pose la question du développement, et donc je reviens au tout début de ma présentation, le développement des unités de soins intensifs obstétricaux, qui ne sont donc pas mentionnées dans les décrets des soins critiques, pardon. Et donc, ils sont la phase intermédiaire et qui évite l'exposition maternelle, finalement, à la prise en charge réanimatoire, comme on l'a vu, donne ce gage de sécurité, mais qu'on doit payer au prix d'une séparation mère-enfant, d'exposition des facteurs de risque de stress, tels que le bruit, le manque de sommeil. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle ça a été très médiatisé avec la pandémie Covid. Et donc, chez la mère, en l'occurrence, ça peut augmenter, donc, et chez le patient tout venant, ça peut augmenter les risques d'anxiété et de dépression. Et parallèlement, ça représente bien sûr un coût supplémentaire pour la société. Et donc, l'idée également, parallèlement au fait de développer des niveaux de soins maternels obstétricaux, l'idée est de développer aussi des unités de soins intensifs obstétricaux, donc qui seraient dérogatoires, on va dire, au sein de la maternité. Et je vous ai mis une photo de nos 2 lits d'USC, donc qui ne répondent pas aux normes qui ont été définies dans ce décret, puisque normalement, il faut plus de 6 lits. Mais qui donc, ont leur place et leur légitimité, notamment dans les hôpitaux mère-enfant, où il n'y a pas de service adulte disponible à proximité. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation qui fait surtout relever des questions à se poser, des ouvertures plus qu'un état des lieux, je vous l'ai dit, parce que les données sont assez limitées. Mais ce qu'on a observé, c'est finalement, il n'y a pas d'organisation standardisée des soins critiques en obstétrique. C'est un peu, finalement, des conventions qui sont faites à l'échelle de chaque structure, et donc ce qui n'est plus du tout la norme actuellement. Et donc, les perspectives, je vous l'ai dit, donc c'est essayer de développer, et c'est ce qui est fait, donc des unités de soins intensifs en maternité, mais ça reste quand même assez confidentiel pour l'instant. Et puis, essayer de proposer une classification des niveaux de soins maternels qui est complémentaire à celle des soins néonataux. Voilà, j'ai terminé. Merci Marie-Pierre pour cette intervention. S'il y a des questions dans la salle, moi j'avais juste une remarque. La difficulté aussi, c'est que, comme tu le dis, il n'y a que 4 admissions en soins intensifs pour 1000 accouchements. Donc ça fait une activité de fond qui est très très faible. L'autre difficulté, c'est dans les maternités de niveau 3, de type 3, par exemple celle où je travaille. Auparavant, on était dans un CHU plus éclaté avec des hôpitaux un peu généraux et une réanimation sur place. On se retrouve maintenant à des maternités beaucoup plus grosses et on n'a aucun lit critique sur place. Donc il y a un peu ce paradoxe aussi qui s'est mis en place du fait de l'absence complète de la prise en charge, de la prise en compte de ce que tu disais. C'est-à-dire, on s'est beaucoup focalisé sur il y a une réa néonate, il y a tout ce qu'il faut, mais pour la mère, il n'y a pas grand-chose. C'est quelque chose qu'on observe aussi, je crois, dans d'autres centres qui sont grossis, qui ont rassemblé les activités, mais qui n'ont pas du tout prévu. Donc on a ce projet, nous, d'USC obstétrical, mais avec 4 pour 1000, c'est compliqué à défendre, ou alors il faudrait faire des centres régionaux. Est-ce qu'il y a des expériences au niveau international sur des centres de ce type-là, par exemple ? Il y a quelques articles qui décrivent en fait l'activité de ce type d'unité, mais ça reste vraiment très restreint. Et même en fait, par exemple, cette standardisation de classification américaine, donc elle a été proposée en 2015, mais elle n'est pas encore du tout complètement diffusée. Mais je pense que, en fait, évidemment qu'on ne va pas mettre 6 lits de soins critiques obstétricaux dans une maternité, c'est beaucoup trop compte tenu du ratio mais il aurait fallu qu'on ait la place pour justement une exception qui est le cas de l'obstétrique et qui puisse nous permettre de rentrer dans le cadre de la loi et ça va être le cas, hein, mais on sera un peu... Peut-être juste, je te passe la parole après Anne-Sophie, mais juste pour compléter, ou commenter sur le chiffre, parce que le chiffre de 4 pour 1000, il est pas bon. Enfin, il est pas bon, c'est-à-dire qu'il est et ça, aujourd'hui, si on compte que les passages en réa, oui, on a ça. Mais il y a beaucoup d'unités dans lesquelles maintenant, dès aujourd'hui,
les femmes ne passent pas en réa. Et donc, le terme de soins critiques, réanimation, maintenant, il est bien défini avec ces deux éléments-là, c'est-à-dire la vraie réa, entre guillemets, et puis ce qu'on appelle souvent en France l'unité de surveillance continue. Mais par exemple, dans l'enquête, dans l'étude de ACCPM, il n'y a pas les unités de soins continus. Et donc, du coup, ça abaisse considérablement le nombre de femmes qui rentrent dans cette catégorie-là. Et donc, finalement, c'est un peu... c'est gênant parce que, du coup, si le taux était de, je sais pas, de 100 ou de 50, du coup, peut-être que ça donnerait peut-être plus envie, tu vois. Alors que si on compte juste la toute petite frange qui va en réa, oui, il y en a très peu qui vont en réa. Voilà. Puis ces chiffres, ils masquent le fait que dans nos maternités, on prend ces patientes de manière un peu dégradée parce qu'on n'a pas de critique et qu'on va s'arranger localement avec des soins de réveil, des lits de réveil. Il faudrait qu'on identifie celles qui sont prises en charge en réanimation, mais pour valoriser les soins. Mais le problème, c'est que, en fait, on se contente de ça, on fait comme on peut, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de valoriser l'activité. Je pense qu'Anne-Sophie a des choses à dire parce que... Ouais. Oui. Ah oui, ça... Ouais. Mais en fait, il faut vraiment que chaque unité fasse son propre compte finalement de ses admissions pour surveillance prolongée en SSPI, pour valoriser ensuite des lits et avoir les supports de soins qui sont adaptés et notamment en termes de, il faut avoir le nombre d'infirmières suffisant, etc. Et c'est une démarche à faire. Alors il faudrait qu'il y ait un support au niveau national mais c'est vraiment le problème, c'est qu'on n'a pas les données parce que là, on avait pris que celles qui étaient en... On n'a pas, en fait, celles qui sont... Oui, c'est ça. C'est vraiment les plus... Mais donc, du coup, les chiffres sont tronqués et... très sous-estimés. Ils énormément le besoin. Oui, et encore, oui. De toute façon... C'est un des problèmes. Et tant qu'on aura des chiffres très faibles... Après, il faut... C'est compliqué à vendre. Nous, avec 3700 accouchements, donc on a tout de suite obtenu... Agnès Riguzzo, elle a réussi à créer ces 2 lits d'USC et à les valoriser. Et compte tenu du fait qu'il n'y avait vraiment aucun soin service adulte attenant, donc là, il n'y avait pas le choix. Et donc, on a 120 passages par an. Et donc, ça sur 3007, donc on est déjà tout de suite dans des... Nous, à Bicêtre, ça a été construit, ça a été fait à la construction. Ouais. Et en fait, ce sont des lits qui sont dans la salle de réveil. Ouais, ça, ils sont dans la salle de réveil a une forme de L. Il y a une zone salle de réveil et une zone USC, on va dire. Et donc, du coup, c'est le personnel de la salle de réveil. Donc, il y a une structure qui est... Et c'est valorisé comme des lits d'USC, comme des lits d'USC de la réanimation qui est dans l'autre partie du bâtiment. Ouais. Donc, si on veut, on peut, mais il faut l'organiser, il faut le mesurer. Ouais. Et il y a besoin de chiffres. Est-ce qu'il y a des moyens sages-femmes, mais aussi dans ces... Parce qu'il y a infirmières... Mais en fait, quand tout ça est sur le même plateau technique que les salles de naissance, les urgences, etc., en fait, les sages-femmes, elles viennent quand tu en as besoin. Tu les appelles pour faire une évaluation, je sais pas, d'une hémorragie, d'un machin, elles viennent, elles en ont pour 2 minutes parce qu'elles sont à 20 mètres
de leur lieu de travail habituel, qui est la salle de naissance. Et donc, en fait, des plateaux techniques regroupés comme ça, qui font réveil, salle de césarienne, USC, salle de naissance, urgence, ben, en fait, tout le monde est les uns à côté des autres. Et du coup, c'est ça la solution. Je crois que vous aviez peut-être une question, non? Vous vouliez faire un commentaire, non? Alors, en fait, elles répondent. Oui. Ben, nous, on est une maternité de type 3. Donc et comme c'est un hôpital pédiatrique qui est plutôt orienté d'ailleurs chirurgie néonatale, mais aussi grand préma. Donc en termes de soins néonataux, il y a la néonate, l'AREA, il y a même l'ECMO néonate dans le bâtiment. Comment? Et ben, nous, on prend la pathologie maternelle. Ben non. Oui, la pathologie maternelle, c'est des femmes qui ont une hémorragie qu'on surveille pendant quelques heures. Une prééclampsie qui a 2 ou 3 médicaments en seringue électrique. Voilà, c'est ça. Et qu'on va garder parfois que quelques heures. Voilà. Et puis parfois 1, 2, 3 jours, voilà, en fonction. On peut leur mettre des catécholamines. Mais en général, quand on arrive là, on les transfère dans une vraie réa. Ah oui, l'avantage de ce décret, au moins l'intérêt, c'est que ce qui est préconisé, c'est qu'une fois qu'elles présentent une défaillance d'organes, il est recommandé de les transférer. Mais par contre, il n'y a pas de mention de ces unités de soins, et parce que je pense que les interlocuteurs étaient absents. Non, mais c'est aussi bête que ça. De soins critiques. Voilà. Ça, exactement. Et donc ça nous permet, par exemple, d'avoir 2 infirmières la nuit dans cette salle de réveil, parce qu'il y a ces lits d'USC qui le justifient, et sinon on n'en aurait qu'une en fait. On va devoir passer malheureusement. Oui, il faut qu'on Merci Marie-Pierre. Merci beaucoup. En tout cas, il y a encore du boulot pour mettre en place ça, mais on voit qu'il y a un problème, le truc est un peu tordu pour l'instant, et qu'il y a vraiment besoin, enfin ça fait 20 ans qu'on le dit, quoi. Oui. Depuis le décret, quoi. On dit, mais attendez là, vous oubliez la maman dans l'affaire. Oui, il y a besoin d'arrêter de faire du bricolage dans nos maternités et de faire des choses plus professionnalisées. Bien, Madame Estelle Moreau, la présidente du CARO, qui va vous parler des aides cognitives en maternité, un très beau sujet très à la mode en matière de gestion des risques et de qualité des soins. Merci pour cette introduction, Dan. Bonjour à tous. Merci au Conseil scientifique de m'avoir proposé cette thématique, aide cognitive en maternité, un outil transdisciplinaire, point d'interrogation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Et effectivement, si on part du mot transdisciplinaire, on se rend bien tous compte qu'au bloc obstétrical, on est un modèle d'équipe transdisciplinaire. On va avoir des gens issus d'horizons différents, de différentes spécialités, mais on a aussi des soignants de différentes formations, et puis des gens qui travaillent différemment aussi. On peut avoir un médecin qui est sur place à la maternité H24, et puis un autre qui va avoir une activité sur un autre bloc opératoire ou en consultation, ce qui fait qu'au tenté, on n'aura peut-être pas la même perception, la même façon de penser les uns les autres. Donc cette notion d'équipe, je pense, est très importante. Et effectivement, excusez-moi, c'est Benjamin qui fait des bêtises au fond de la salle, je vais le faire sortir, je pense. Et effectivement, on voit qu'on va avoir des experts, mais on sait que la juxtaposition d'experts ne fait pas obligatoirement une équipe experte. Et donc, comment passer de l'équipe d'experts à l'équipe experte? Il y a effectivement quelques recommandations sur le sujet, dont les plus récentes viennent de notre haute autorité de santé, parmi lesquelles un certain nombre de propositions. On ne va pas toutes les traiter aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse essentiellement aux aides cognitives, donc à ce qu'on appelle aussi les checklists. Ici est proposée la checklist sécurité au bloc opératoire, mais il y en a bien d'autres, comme on va le voir. Et ces aides cognitives, ces checklists, on les retrouve également dans un autre concept qui est issu de l'aéronautique et que vous connaissez bien, que les anesthésistes se sont appropriés, qui sont les notions de Crisis Resource Management ou de Crew Resource Management, ou comment on va travailler tous ensemble pour faire une équipe experte. Donc les aides cognitives, effectivement, on voit assez rapidement quel intérêt ça peut avoir. On sait que sous l'effet de la pression, du stress, la mémoire, elle peut être incomplète et les raisonnements peuvent être modifiés. Et donc, ces aides cognitives auxquelles on va se rattacher vont montrer comme intérêt pour l'individu de déjà guider le raisonnement, de lister l'enchaînement des actions, d'éviter l'oubli d'une ou plusieurs étapes ou diminuer le stress individuel. Une petite question comme ça à tous, vous êtes dans la salle, vous n'êtes pas stressé, c'est moi qui le suis potentiellement. Et donc, si je vous demande là, quel diagnostic faut envisager quand on a un arrêt cardio-respiratoire?
Ça vous vient tout de suite? Allez, je vous aide, hein, parce qu'on l'a travaillé ensemble il n'y a pas longtemps. On sait qu'il faut 6 H et 4 T. Ça vous aide pas? Et donc là, vous avez l'arrêt cardiaque et vous n'êtes pas capable de me sortir les 6 H et 4 T. Pourtant, vous les avez appris comme moi. Donc, effectivement, être capable de pouvoir se référer à un document support, ça limite le stress, j'en suis convaincue. L'intérêt collectif, puisqu'on parle d'équipe transdisciplinaire, effectivement, est-ce que le fait de travailler ensemble sur le même support cognitif, ça va aider à rythmer les prises en charge conjointes? C'est ce qu'on espère, hein, dans les aides cognitives. Vous voyez qu'on a le champ de l'équipe d'anesthésie-réanimation, ensuite l'équipe d'obstétrique, avec au même niveau les choses qui doivent être menées dans le même temps. On est dans un délai là contraint de 30 minutes. Est-ce que le fait de travailler avec les mêmes supports va accorder nos niveaux de conscience de la situation? On parlait des difficultés tout à l'heure qu'on pouvait avoir quand on n'est pas au même endroit, au même moment, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, d'être capable d'avoir le même niveau de conscience de la situation. Est-ce que ça peut nous aider à accorder nos modèles mentaux, la façon dont on fonctionne au moment de la prise en charge? Donc ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse, je vous le dis tout de suite pour l'instant, mais on va quand même essayer d'avancer dans ce raisonnement, le but étant bien sûr d'améliorer les performances de l'équipe. Il y a un papier récent qui est sorti en décembre 2021 et qui m'a beaucoup plu, que je vous invite à lire, qui sort un petit peu des aides cognitives. Et effectivement, je ne vais pas vous le décrire dans son intégralité, mais qui, bien sûr, revient sur le fait d'utiliser des aides cognitives pour être plus performant en équipe et qui s'intéresse à ces différents thèmes dont je viens de vous parler, les modèles mentaux, la conscience de la situation, l'impact du stress et des émotions. Et puis, bien sûr, de la problématique des biais cognitifs et des techniques pour essayer des techniques de débiaising. Il y en a une que je vous ai notée parce qu'elle m'a beaucoup amusée, un truc qu'on peut ramener à la maison, c'est la règle des 3. C'est-à-dire que vous ne faites pas un diagnostic sans en avoir 3, c'est-à-dire sans en avoir évoqué 2 autres. C'est-à-dire que vous dites, c'est ça, je suis sûre. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut que j'en trouve au moins 2 autres. Et puis, pas plus de 3 fois le même traitement sans reconsidérer quand même la pathologie de départ. Donc, vous êtes sur la néo. Attends, ça fait 3 fois que j'en fais, est-ce que je ne me trompe pas de diagnostic? Donc voilà, vous trouverez à la fois une description assez pointue de nos façons de fonctionner et également des astuces et des trucs pratiques pour ne pas rester que dans le concept. Donc vraiment, elle est à lire. Si on retourne sur nos aides cognitives, la première aide cognitive, bien sûr, qui a été lancée, c'est le travail d'Atul Gawande, c'est le fait d'avoir une checklist au bloc opératoire, à la prise en charge des patients. Et le bénéfice apporté par cette checklist initiale a été largement prouvé. Donc, je vous ai rapporté cet article qui est paru dans le New England Journal. Ça m'a paru être une référence. 8 hôpitaux, des hôpitaux de niveau économique très différents, 500 patients consécutifs par centre, et simplement l'application de cette checklist qui avait traduite dans les différents pays où l'étude a été réalisée. Les résultats sont sur la dernière ligne, sur tous les items observés, que ça aille de l'infection post-opératoire au décès, il y a une différence significative, donc un impact direct sur la qualité de prise en charge du patient et sur la vie du patient. On est vraiment sur la plus haute échelle en termes d'efficacité d'une mesure, puisqu'on est à 4 sur 4 sur l'échelle de Kirkpatrick. Donc la même équipe, Gawande, a continué dans ce travail sur les checklists en proposant d'autres types de checklists avec effectivement ce qu'on connaît mieux, les situations de crise, et a essayé d'appliquer donc ces recettes de la checklist chirurgicale à d'autres situations. Donc on a un certain nombre de scénarios déclinés en 106 scénarios, mais qui doivent représenter, je crois, 8 ou 9 situations critiques. 17 équipes en simulation, donc là on n'est plus dans la vraie vie, contrairement à l'étude précédente, on est sur un centre de simulation. 2 centres communautaires, un centre universitaire, 47 points de vérification. Je vous passe la méthodologie, mais assez pointue sur la façon dont se sont croisés les scénarios pour que justement on ne puisse pas apprendre de l'un à l'autre. Donc ces points étaient vérifiés par 2 experts. Et qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, en termes d'oubli, durant le déroulement des scénarios des situations critiques, 75% de diminution des oublis lorsqu'on travaille avec une aide cognitive. Et quand on interroge les gens, ce qui n'est quand même pas anodin, leur vécu de cette situation stressante, 97% souhaiteraient utiliser des aides cognitives en situation réelle à partir de leur expérience. Donc, on voit qu'en simulation, les aides cognitives montrent effectivement une amélioration de la technique et même des compétences non techniques. Peu d'études en situation purement obstétricale et qui plus est en vraie vie, donc c'est pour ça que je vous rapporte celle-là, c'est une des rares que j'ai trouvées. C'est une équipe canadienne qui a étudié effectivement la mise en place d'une aide cognitive pour la césarienne en extrême urgence. Alors, je vous l'ai affiché là, leur aide cognitive, je n'ai pas été complètement convaincue, mais en termes de design et de lecture.
En tout cas, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Donc, ils sont sur 2 centres universitaires, donc un niveau de formation déjà avancé, en vie réelle. Ils disent qu'ils font 1 à 2 césariennes en extrême urgence par semaine et qu'ils utilisent déjà le code unique, l'appel groupé, donc un bip 333 et tout le monde arrive quand il y a une césarienne en extrême urgence. Avant l'étude, ils reçoivent tous une formation en e-learning, un PowerPoint, une vidéo et des quiz sur la façon dont on gère une césarienne en extrême urgence. Et puis, sur un des 2 campus, ils mettent cette aide cognitive du qui fait quoi, c'est à peu près à ça que ça ressemble, sur l'un des 2. Et leur objectif principal, c'est de mesurer, donc avant, après, le délai décision-naissance. Et ce qu'ils observent finalement, c'est qu'ils améliorent dans les 2 groupes ce délai sur le DDN, environ de 3 minutes, mais que le groupe qui a l'aide cognitive en plus, donc sur ce critère de jugement principal, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'amélioration en tout cas du DDN dans le groupe qui travaille avec l'aide cognitive, et il n'y a pas non plus de différence sur les critères secondaires. Donc voilà pour la vie réelle. Alors on peut faire plein de commentaires. C'est vrai que c'est une équipe qui semble déjà être performante, bien qu'on voit quand même que le e-learning n'a pas été inutile puisqu'ils ont effectivement été plus homogènes sur leurs résultats. Un autre exemple complètement différent, on part de l'équipe experte d'un CHU et on va cette fois en Afrique de l'Est où on sait que la plupart des maternités sont gérées par des infirmières anesthésistes sans médecin sur place. Et donc, c'est un travail qui a été collaboratif avec l'OMS. L'idée était de réaliser une checklist césarienne également, mais avec cette possibilité d'avoir plusieurs étiologies sur la même checklist, que ce soit une seule aide cognitive pour aider ces infirmières anesthésistes à travailler. Donc c'est pour ça que vous voyez de façon globale ce que je fais pour préparer une césarienne, et puis en cas donc en cas d'hémorragie ou en cas de prééclampsie ou en cas d'altération de rythme cardiaque fœtal, quelles sont les spécificités dont je dois m'assurer avant de démarrer. Pareil, en situation simulée, et ces infirmières anesthésistes, effectivement, oubliaient beaucoup moins d'actions lorsqu'elles travaillaient avec une checklist dans ces différentes situations de césarienne en urgence. Donc, pas une grande littérature, mais quand même des choses qui peuvent paraître évidentes. On n'a pas toujours besoin d'avoir un petit P pour penser que ça peut nous aider. Je pense que l'évaluation collective a aussi sa place dans la réflexion. Et effectivement, la COG, le Collège des gynécologues américains, recommande depuis 2016 l'implémentation de ces aides cognitives dans nos maternités. Donc, leur idée, bien sûr, c'est de promouvoir des procédures qui soient standardisées et que chaque praticien puisse avoir à sa disposition des informations qui soient suffisantes pour prendre en charge de façon sécure le patient. Ils recommandent bien sûr la co-construction et les tests et le retour sur l'utilisation de ces aides cognitives. Donc, dans notre maternité, si ce n'est pas déjà fait, comment concevoir son aide cognitive ? Déjà définir quelle situation critique on veut traiter, donc des événements qui sont à la fois rares mais qui ont un haut potentiel de morbidité. On s'appuie sur les recommandations et sur la littérature. Je pense que c'est important de connaître les erreurs fréquentes, celles qu'on voit, nous, au quotidien, le truc bête, mais on oublie toujours d'appeler le pédiatre quand il y a une césarienne en extrême urgence ou un arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà, la petite bulle qui met appeler le pédiatre ne sera pas inutile, même si ce n'est pas dans les recos ou dans la littérature. La conception doit être réfléchie en termes de charte graphique et en termes de, par exemple, est-ce qu'on met des items à cocher ? C'est ce qui est recommandé actuellement, puisque l'utilisation idéale étant d'avoir quelqu'un qui peut lire l'aide cognitive et cocher au fur et à mesure les actions quand elles sont faites. Le soumettre à un panel d'experts, c'est-à-dire qu'elle soit revue par des experts d'obédience différentes, on dira, et puis tester en simulation et puis en vie réelle, parce qu'on va se retrouver avec des interférences, par exemple logistiques en termes de parcours, et puis aussi on se rend compte que notre logique est très modifiée par le stress. On se pose souvent la question, en particulier quand on fait ces aides cognitives, est-ce qu'on met un verso ? Parce qu'en situation de stress, on ne pense pas toujours à tourner la feuille. Vous, dans la vie de tous les jours, vous tournez la feuille, mais quand on est en stress, qu'on a une fiche cartonnée dans les mains, on ne pense pas toujours à la tourner. Donc, est-ce que c'est logique de mettre un verso sur l'aide cognitive ? Voilà, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser quand on les utilise dans la vraie vie. Donc, la conception, on va partir effectivement des données validées par la littérature et des principales recommandations. On va essayer de disposer les tâches dans un ordre qui soit cohérent, voire chronologique, avec ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes équipes juxtaposées, pour que ce soit facile à lire, à compléter, à vérifier ou cocher.
Faire des formulations pratiques, l'aide cognitive en gamma kilominutes, c'est juste impossible, si vous voulez. Donc, il faut, dans ces cas-là, approximer, enfin, trouver une formule où le collègue qui a ça dans les mains ne doit pas sortir sa calculatrice, chercher le poids de la dame et croiser les doigts de ne pas se tromper d'un ratio de 10, parce que ça va très, très vite de se tromper de x10 quand on est sur des drogues d'urgence. Et puis, bien sûr, faciliter la compréhension partagée par les différentes équipes, donc lire et faire relire. Le déploiement, c'est pas évident non plus, hein, c'est une gageure également, le fait que les gens l'adoptent, se familiarisent et surtout l'utilisent. Hein. Vous avez tous entendu, si vous en avez, ah bon, il y en avait des aides cognitives, ben, elles sont où? Donc, je vous rapporte un exemple, il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment juste un petit point de focus, mais que j'aime beaucoup. Quand je suis arrivée au CHU Nîmes, il y a un anesthésiste réanimateur très porté sur le sujet de la simulation et qui a mis en place, et ça perdure depuis, tous les 15 jours, entre 14h et 14h30 au sein du bloc, il y a quelque chose qu'il a appelé Speedax, et où on prend une aide cognitive qui est présentée par un MAR ou un junior, hein, et une IAD, et s'il y a du matériel inhérent, il est présenté également. C'est ouvert à tout le monde, les IBOT viennent, les chirurgiens viennent, ils passent par là, éventuellement il y a du chocolat et un café, et on revoit une aide cognitive ensemble, ce qui fait que à la fois si elles ont besoin d'être mises à jour, ben, elles sont mises à jour, et puis si quelqu'un, parce que les turnovers dans les équipes, vous savez ce que c'est, ça permet que si quelqu'un est nouveau dans l'équipe, ben, il sait qu'il y a ces aides cognitives, il les aura pas toutes revues, mais au moins il sait où elles sont et comment elles sont accessibles. Donc effectivement, ce déploiement, c'est quelque chose de critique, de clé au sein de nos établissements. Donc il y a cette étude assez intéressante, qui est une étude qualitative. Hein, ils sont allés interroger les gens sur le déploiement des aides cognitives avec 2 focales interrogatoires, le contexte organisationnel et les procédures d'implémentation dans les équipes. Et ils ont sorti 4 grands facteurs de réussite de déploiement. Donc, la première, c'est d'être dans une petite structure. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on se doute bien que moins on est nombreux, plus effectivement la communication est facile. Enfin, on se doute bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est ressorti. Le fait d'être dans une petite structure facilite le déploiement des aides cognitives. L'implication de l'établissement, l'implication forte finalement dans la politique de la qualité de l'établissement. Le soutien d'un leader qui est vraiment une tête de pont sur ce déploiement. Et le temps dédié pour s'entraîner. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On ne peut pas faire ça en plus. C'est quelque chose qui fait complètement partie de la charge de travail et du temps qu'on doit accorder aux soignants pour travailler dans les établissements. Et je mets un focus très particulier là-dessus parce que c'est vraiment notre problématique, je pense, à tous en ce moment. C'est est-ce qu'on a encore du temps pour réfléchir à la qualité de nos prises en charge ? En termes de support, alors il y en a de toutes sortes, des supports. Donc là, je vous ai mis le poster qu'on avait fait au sein du réseau en 2005 sur les hémorragies du postpartum et qui avait été mis dans toutes les salles d'accouchement de la région à l'époque. Et ils y sont encore un peu racornis, mais régulièrement mis à jour. On est plutôt passé aux affichettes sur les chariots d'urgence, mais il y a d'autres types de supports. Ici, je vous présente une étude faite par une équipe lyonnaise sur un format smartphone. On va y revenir juste après. Donc, ce qu'on va appeler des aides cognitives dynamiques. Sur votre smartphone, vous allez pouvoir faire apparaître page par page le déroulé d'une aide cognitive. Alors, ils se sont intéressés à regarder si effectivement les actions critiques étaient mieux réalisées avec une aide cognitive que sans une aide cognitive sur le téléphone. Et ils retrouvent effectivement une amélioration des performances techniques. Alors là, on est comparaison aide cognitive, pas d'aide cognitive. On n'est pas version dynamique et support statique. On n'a pas encore ces évaluations-là. Donc, comment ça marche, l'aide cognitive dynamique? Donc, vous savez que la SFAR et le CARO ont conçu des aides cognitives et qu'elles sont donc en ligne, qu'elles sont sur support PDF et qu'elles sont également sur l'application de la SFAR. Et donc, l'aide cognitive dynamique, elle s'attrape comme ça. Donc, j'étais sur mon smartphone. Je vais dans le chapitre aide cognitive. Je tombe donc sur tout un listing d'aides cognitives de crise. Et je vais ensuite pouvoir choisir mon aide cognitive. Donc là, c'est un arrêt cardio-respiratoire maternel en salle de naissance. Et on peut cliquer, il y a les numéros de téléphone sont préenregistrés. Si je clique sur le numéro de téléphone, ça appelle directement le correspondant. Et ça me guide dans ma prise en charge au fur et à mesure, donc de façon tactile. Voilà pour l'aide cognitive dynamique. Donc, comment on va l'utiliser en situation de crise? Alors, c'est très variable. On peut avoir
la chance d'avoir quelqu'un qui va lire l'aide cognitive, quelqu'un qui peut être dédié à ce rôle-là. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'on va appeler la lecture-exécution, démarrer un massage cardiaque, faire ceci, et vous cochez et la personne exécute. Ça peut être l'inverse, ça peut être l'exécution avec confirmation. J'ai fait ça et on coche. C'est également une autre façon de l'utiliser, c'est-à-dire que je vais très vite dans les actions parce que je les connais, mais je m'assure au fur et à mesure que je les ai bien toutes réalisées. Mais ces aides cognitives, elles servent également en pré-crise et il faut vraiment s'en servir en pré-crise, c'est-à-dire sur l'enseignement, sur l'appropriation, sur la planification. Et si, tiens, aujourd'hui j'ai un patient un peu compliqué, je vais utiliser un médicament fort allergisant, je dis, tiens, et si on avait un choc anaphylactique, on ferait quoi? Tiens, sans revoir l'aide cognitive, ah oui, et on révise ensemble rapidement. Donc moi je l'aime beaucoup dans le « et si », puis en plus comme ça, le manuel est ouvert à la bonne page. Et en débriefing post-crise également, il s'est passé quelque chose, vous avez réagi dans l'action et puis vous ne savez pas vraiment si vous avez rien oublié avant de rentrer à la maison, ça vous ferait du bien quand même de faire un petit débrief. Donc se servir de l'aide cognitive pour baser son débriefing est également intéressant sur ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé. Donc, comme je vous le disais, sur le champ obstétrical, on a réalisé en partenariat SPHAR-Carreau des aides cognitives de crise. Elles sont disponibles bien sûr sur le site de la SPHAR. Elles sont disponibles à imprimer, à customiser. Il y a des cases où on peut remplir ses numéros de téléphone. On a essayé de les faire avec un graphisme un petit peu superposable. Vous les retrouvez également sur l'application SPHAR en version statique et puis donc très récemment dynamique. Pour terminer, il me reste 3 minutes, 4 minutes. Je les prends. Alors, justement, au moment où on a réactualisé toutes ces aides cognitives obstétricales, on a fait une enquête en ligne pour voir un petit peu quel était le taux d'appropriation en France et puis quel était le ressenti des anesthésistes, sages-femmes et obstétriciens par rapport aux aides cognitives. Donc, je vous présente juste quelques résultats. Donc, on a eu 505 répondants. On est passé par les différents CNGOF, Collège des sages-femmes et SPHAR et Carreau. Donc, un panel de répondants assez homogène. Vous voyez, on a des gynécos, des sages-femmes, des anesthésistes réanimateurs, quelques IAD. Des activités qui sont bien balancées entre les types 1, les types 2, les types 3, une prépondérance de secteur public. Et effectivement, quand on demande si les aides cognitives de la SPHAR sont connues, préférentiellement les anesthésistes réanimateurs répondent oui, mais elles sont connues également par les équipes sages-femmes et gynécologues obstétriciens. Et quand on demande si une aide cognitive a déjà été utilisée en situation réelle de crise, on voit que dans l'ensemble, plus de 50% des répondants ont déjà utilisé une aide cognitive de crise. Donc, plus classiquement, c'est l'hémorragie du postpartum qui ressort comme étant l'aide utilisée, en tout cas par le plus grand nombre de répondants, ainsi que l'éclampsie et plus ou moins l'embolie amniotique. Donc, pour les anesthésistes réanimateurs qui répondaient connaître les aides au préalable, effectivement, ces aides étaient pour la grande majorité déjà en place dans leur service et donc facilement accessibles. Quand on demande s'il y a une démarche justement de formation et d'appropriation de ces aides au sein des équipes, on voit que c'est quelque chose qui est encore en devenir. Il y a une vraie marge d'amélioration en termes de présentation et de réflexion collective autour de ces aides cognitives, puisque sur l'équipe d'obstétrique, on avait moins de 20% de présentation des aides cognitives. Pour la simulation, c'est pareil. Un peu l'ont utilisé en simulation. Et du coup, alors bien que la plupart des répondants trouvent ces aides cognitives utiles, vous voyez la part très prépondérante. Pourtant, quand on essaye de rassembler ceux qui les connaissent, qui les utilisent et qui ont fait un entraînement avec ces aides cognitives, et là, le taux de personnes qui cochent toutes ces cases qui nous semblent être nécessaires à leur bonne implémentation, ce taux est quand même très très bas. Donc on voit qu'on a une marge importante encore de progression sur cette appropriation, avec des freins bien sûr qui sont celles de ne pas être assez connus, de ne pas avoir l'habitude pour l'utilisation, pas le temps, voire pas le besoin, mais je pense que c'est l'affaire d'un répondant. Donc, pour conclure sur ce sujet, je dirais que les aides cognitives permettent l'accès à des informations qui sont fiables, partagées et sécurisantes en situation de crise, que ça semble être un concept qui est partagé par la grande communauté périnatale, mais que ça nécessite un investissement local pour une adaptation et un déploiement,
Ça s'inscrit plus largement dans le concept de la culture de la sécurité et de la qualité des soins et que l'investissement des établissements doit être fort sur ce genre de décision et que ça nécessite du temps dédié pour tous en termes d'adaptation, de validation, d'entraînement et qu'il faut également des leaders sur ce sujet pour animer les équipes. Voilà, il me reste à vous proposer de nous rejoindre au carreau la semaine prochaine à Nancy, si vous ne saviez pas quoi faire ou si vous étiez en congé. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, bien sûr, et maintenant, si vous avez des questions. Merci, merci Estelle. Est-ce que parmi vous voulez commenter? Est-ce que, par exemple... Alors, je crois qu'effectivement, ces aides dans le milieu de l'anesthésie réa, maintenant, sont bien connues. En tout cas, le principe, l'utilisation, je crois que tout le monde ou beaucoup de gens les connaissent, en ont connaissance. Maintenant, après, l'implémentation pratique, c'est autre chose. Mais en tout cas, la connaissance, elle est là, à mon avis. Hein. En revanche, dans le milieu obstétrical, est-ce que vous connaissiez ça? Vous avez déjà vu oui, allez, dites-nous quelques mots là-dessus. Parce que du coup, oui, moi, je sais pas très connaissais bien. Ça, c'était très intéressant. Donc, on les a diffusés, déployés dans le service. Je crois que le micro ne marche pas, hein, il me semble. Hein. Regardez. Ouvrez-le peut-être. Non, je disais qu'on connaissait ça. On a utilisé les supports papier et sur les applications, on les a diffusés dans le service. Notamment, on va bientôt être recertifié. Donc, c'est des documents qui sont, pour certains, dans les salles de naissance, salles de césarienne. Il y avait une application ACAR qui n'a jamais été... elle est bloquée maintenant, il faut passer par le SPHAR, c'est ça? Voilà, attention, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de mise à jour des aides cognitives faites sur ce site, qui était un site parallèle, animé par, je crois, une infirmière anesthésiste. Et effectivement, il ne faut plus servir de site ACAR, parce que les aides cognitives sont plus à jour. Effectivement, c'est en accès libre sur le site de la SPHAR, et il faut reconnaître que l'application est accessible aux adhérents, donc pas obligatoirement au plus grand nombre. Mais par contre, en accès libre sur le site de la SPHAR et du carreau également. C'est une très bonne initiative qui sert aux obstétriciens. Mais c'est le but. Mais vraiment, c'est le but. Hein. Si vous voulez le mettre sur votre site, vous prenez, c'est vraiment libre de droit, plus. C'est pour l'utilité pour le plus grand nombre, vraiment. Mais là, on a un exemple d'une personne qui connaît ou d'une équipe qui connaît, mais parmi vous autres, là, qui êtes là, est-ce que ça vous parle? Parce que là, vous êtes avec nous dans la salle et vous venez écouter. Donc, est-ce que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous avez envie de... dites-nous, on aimerait bien avoir quelques commentaires de votre part pour voir un peu comment vous voyez les choses par rapport à ça. Oui, le but. Donc moi, je suis gynécologue obstétricien en libéral, donc voilà. J'ai une maternité dangereuse, hein, et donc on est une maternité de niveau 2. Alors, oui, déjà il y a les codes pour l'urgence des césariennes, et ça marche vraiment bien parce que c'est vraiment un moyen de communiquer hyper rapidement. C'est les feux de circulation, c'est une aide cognitive et de communication qui est super importante, qui va bien. Nous aussi, bien sûr, on a affiché aussi des documents, des aides cognitives dans toutes les salles d'accouchement, donc ça se fait. Après, c'est vrai que quand on a un peu l'habitude, je sais pas, moi personnellement, j'ai pas, ça va de soi, ça se déroule. Quand on a eu à gérer déjà pas mal d'hémorragies de la délivrance, à force, voilà, on sait un peu quoi faire. Mais c'est justement, je pense que c'est quand on est un peu trop sûr de soi qu'on en a besoin. Voilà. Et quoi d'autre? Oui, c'est quelque chose moi que j'aimerais développer dans la maternité où je suis, justement, d'augmenter un petit peu la qualité des soins, et puis ça assure aussi la cohésion des équipes aussi, et puis en même temps, quand on utilise des aides cognitives comme ça et qu'on travaille dessus, ça veut dire que tout le monde est d'accord, premièrement sur le fait qu'il faut essayer de travailler mieux, qu'il faut essayer de travailler vite, et qu'il faut qu'on travaille tous de la même manière. C'est aussi une manière d'unifier un peu les pratiques, donc voilà, moi ça me va bien, j'aimerais bien travailler là-dedans. C'est complètement ça. Et justement, on va passer à la dame. Et justement, j'avais une diapo sur public-privé. Il y avait autant d'utilisation donc sur le petit questionnaire qu'on a envoyé en public, en privé, et surtout sur les tranches d'âge, où on voyait que finalement les plus de 50 ans se servaient beaucoup d'aides cognitives. Donc il n'y avait pas d'effet genre, oulala, c'est compliqué, c'est sur un téléphone. Donc voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Nous, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, je reviens sur le côté très chronophage. Moi, je suis dans un CHU et donc on a une rotation forcément d'internes, de chefs de clinique et de PH, bien sûr aussi. Mais du coup, c'est extrêmement chronophage parce qu'effectivement, autant
pour les seniors, on a l'habitude et effectivement, on peut s'en passer. Sinon, il faut recommencer tous les 6 mois, voire tous les ans, voire tous les 2 ans, en fonction de voilà. Et c'est très très chronophage. Mais par contre, c'est très efficace. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est très chronophage. Oui, ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut prendre en considération et ce qu'il faut faire remonter pour être accompagné sur ce sujet-là. Parce que les services de qualité ont plein de sujets de ce genre pour lesquels ils pourraient nous accompagner. Oui, c'est-à-dire que l'implémentation de tous les processus qualité, quels qu'ils soient, de toute façon, c'est du temps. Hein. Enfin, il y a beaucoup de travail, il faut aller lentement, revenir tout le temps sur le truc. C'est jamais gagné, en fait. Ça, vous avez raison. C'est du temps qui fait gagner du temps. Oui. Au final. Et à la fin du résultat en soins aussi, potentiellement, bien sûr, évidemment. Oui, et puis de la satisfaction soignant, je pense que ça nous épargne aussi. Je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'effectivement, on voit que l'impact patient est amélioré, mais je pense que la qualité de vie au travail du soignant l'est aussi. Et ça, c'est hyper important. Nos surrénales. Il y a un point, je trouve, qui est... Parce qu'en fait, une des grosses difficultés, c'est justement l'implémentation. C'est-à-dire, c'est la mise en œuvre. On sait les construire, on connaît les sujets. Il y a la littérature à foison sur les aides collectives de crise, de pas de crise, de machin, de routine, tout ça, il y en a plein. Bon. Maintenant, ça, on sait construire, on sait écrire, on sait faire. Le problème, c'est que ça ne se met pas en œuvre, en pratique. Et donc, la difficulté, c'est ça, c'est comment faire pour justement passer le cap et que finalement, ça devienne quelque chose de routine. Et je crois que tu as évoqué 2 éléments qui sont très importants. C'est qu'en fait, les aides cognitives de crise, il faut les utiliser quand ce n'est pas une crise. Enfin, quand c'est une crise, bien sûr. Mais si on attend qu'il y ait une crise pour les utiliser, on ne s'en servira jamais. Parce que l'HPP grave, c'est une fois tous les 36 du mois, d'accord, pour chacun d'entre nous. Hein, même si dans l'environnement général de maternité, ça survient plus souvent que ça, mais étant chacun posté, on n'a pas ça tous les jours. Et donc, du coup, le côté réflexif a du mal à se mettre en œuvre. Et donc, il faut mettre en place un système réflexif qui permet de faire en sorte que ça soit naturel au moment où on va le faire. Et donc, soit il y a les 2 aspects que tu as cités sont très importants, et je vous incite à y réfléchir. Au-delà juste de la mise en œuvre pendant les crises, c'est en pré-crise, ou même pas, ou sans crise. C'est par exemple, vous avez une césarienne, je sais pas, pour une dame qui a un Prévia, je sais pas, ou un Accreta, ça risque de machin truc. Et avant de commencer la césarienne, on regarde l'aide cognitive. On la regarde ensemble, on prend 2 minutes et on se la remet en mémoire. Déjà, elle est là. C'est-à-dire que si jamais il y en a besoin, elle sera dans la mémoire de la personne et des personnes sera déjà physiquement sortie. Et il n'y aura pas à se dire mais où est-ce qu'elle est, etc. Et puis on aura déjà mis, élevé son niveau de charge mentale et de préparation mentale au système. Et puis il y a ce que tu as également évoqué qui est très intéressant, mais là c'est effectivement quand même un petit peu moins souvent, c'est le post-crise, c'est le débriefing à chaud, où là on peut aussi les montrer, les rediscuter. Mais le pré-crise, c'est-à-dire en situation de routine, moi j'y crois beaucoup. Il n'y a pas d'études à ma connaissance là-dessus, mais ça serait vraiment, vraiment intéressant qu'on y pense. Même dans nos situations habituelles, qu'est-ce qui pourrait bien se passer d'important pendant cette opération ? Ça se rapproche d'une situation, ça se rapproche exactement de ce qu'on appelle le briefing, qu'on fait encore pas assez souvent, parce que l'histoire de la sortir, là, quand je vous dis, souvent quand je la sors pour l'anaphylaxie, c'est avec l'interne, avec l'IAD, mais je suis pas en pluridisciplinaire. Par contre, le briefing pluridisciplinaire, avant de prendre en charge un patient, on arrive déjà maintenant à faire la checklist. Le briefing, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai que c'est quand même, je pense, indispensable et c'est un très bon support pour pouvoir mettre en place les briefings sur les cas qui sont un petit peu complexes ou les choses qu'on fait pas souvent. Ça pourrait presque être un complément de la checklist, tu sais, d'ouverture de ça, enfin pas d'ouverture, mais chirurgicale, c'est oui, ça. Mais ou en tout cas, la checklist prend déjà un petit peu de temps sur les cas classiques, mais par contre, le briefing, je pense, sur toutes ces situations qui risquent d'être un petit peu complexes, c'est excessivement important. Il y a ça, et puis ce que tu disais, le speed axe. Bravo Christophe, qui ne lâche pas. Mais c'est intéressant cette idée depuis 10 ans. Cette idée de faire vivre en fait ces aides cognitives, de les faire vivre dans l'équipe, parce que sinon, effectivement, elles sont là et personne ne les regarde. Et les IAD sont contents, les IBO viennent beaucoup. C'est tous les combien, tous les 15 jours 15 jours. Non, mais je pense qu'on va mettre ça en place. Enfin, c'est quelque chose qui fera vivre ces aides cognitives. Ça dépend de ton turnover. Je pense que la fréquence doit être réfléchie à l'échelle du turnover que vous avez dans vos équipes. Mais effectivement, actuellement, le turnover est très élevé, donc on est obligé de faire ces séances très, très fréquemment. On va devoir arrêter là, malheureusement. Oui. Merci à tous. Merci Estelle, c'était extrêmement intéressant. Donc Dan Benabou va nous parler. Oui, c'est ça.
Donc là, on a un troisième exposé, mais l'orateur n'étant pas présent, le topo est enregistré, et donc vous allez l'entendre, enfin, j'espère. Voilà. Et donc là, bonjour, je suis le professeur Laurent Zieskiewicz, anesthésiste animateur à l'hôpital Nord de Marseille. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous, même si c'est en virtuel, pour parler de fast échographie en réanimation obstétricale, ou plutôt d'échographie point of care, parce qu'on ne va pas parler que de fast échographie, l'acronyme utilisé pour les traumas. On va parler d'échographie point of care, notamment d'échographie thoracique, mais aussi un petit peu abdominale, pour la réanimation des parturientes critiques. Alors mon lien d'intérêt, et puis le plan de cette présentation où on va essayer de voir plusieurs aspects. D'abord le rationnel, ensuite l'outil, donc échographique, et ensuite la pratique, comment intégrer cet outil dans différentes situations cliniques, particulièrement à risque, et Dieu sait s'il y en a en anesthésie obstétricale. Alors, pourquoi faire? C'est bien beau d'avoir des outils, mais il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et l'échographie, on va voir que ça peut nous aider à faire de la médecine individualisée, de la médecine personnalisée. On appelle ça aussi la médecine de précision. C'est comme cela qu'on doit faire de la médecine maintenant au XXIe siècle, et il faut arrêter de faire pareil pour tout le monde. Alors c'est quoi la médecine individualisée? C'est une stratégie médicale qui regroupe les patients en fonction de caractéristiques. Alors souvent ces caractéristiques, c'était des caractéristiques génétiques, des caractéristiques sur des biomarqueurs ou des caractéristiques de population. C'est principalement né en oncologie, par exemple les récepteurs hormonaux. Est-ce qu'on a des cancers à récepteurs hormonaux positifs ou négatifs? Voilà, et on va choisir en fonction les traitements et les différentes cibles pour les patients qui avaient des cancers en oncologie. Mais si on regarde bien, on se rend compte qu'on peut individualiser des patients sur leurs caractéristiques morphologiques ou physiologiques. Et là, on sait bien qu'on rentre finalement dans un domaine qu'on peut acquérir par l'échographie, explorer par l'échographie, et c'est notre nouvelle arme. Notre nouvelle arme, c'est l'échographie point of care. L'échographie point of care, c'est une écho qui est faite en temps réel par le médecin qui avait déjà en charge ce patient. C'est pas un intervenant extérieur qui vient, un radiologue, un cardiologue. Non, c'est finalement le médecin qui se sert de l'échographe comme d'un stéthoscope et qui va donc intégrer cet examen échographique dans son examen clinique. Et donc ça nous permet de faire de l'écho-diagnostic, de l'écho-guidage ou même du screening et du dépistage pour les cancers du sein par exemple. Mais donc nous, ce qu'on va détailler aujourd'hui, c'est plutôt l'échographie diagnostique. Alors c'est considéré comme le stéthoscope du XXIe siècle. Il n'y a personne ici qui dans sa vie n'a ausculté que le cœur et jamais les poumons, ou que les poumons et jamais le cœur. Dans la vraie vie, on fait les deux. Quand on ausculte les deux. Et donc, ça n'aurait pas de sens de parler que d'écho pulmonaire ou que d'écho cardiaque sans coupler les deux. Donc, il faut associer les échographies, cardiaques et pulmonaires, puisque c'est un stéthoscope, et il faut aussi contextualiser ce qu'on fait, les découvertes échographiques que l'on peut faire dans le contexte clinique. Alors, on va voir que ça peut nous aider beaucoup dans la prise en charge des patientes enceintes, également des patientes prééclamptiques sévères. Mais je vais un peu spoiler, parce que dans les RFE de la prééclampsie sévère, on a été obligé de dire qu'on n'émettait pas de recommandations parce qu'il n'y avait pas d'études spécifiques. Bon, et on est un peu frustré d'avoir dû mettre ça, mais on a voulu être très rigoureux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des études spécifiquement chez la femme enceinte dans le choc septique pour les antibiotiques dans l'heure. Et pourtant, on donne bien des antibiotiques dans l'heure aux femmes enceintes lorsqu'elles ont un choc septique sans tenir compte du fait qu'elles sont femmes enceintes. Donc, de dire qu'il n'y a pas de recommandation parce qu'il n'y a pas d'études spécifiques chez la femme enceinte, c'est un peu frustrant parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments indirects dans la population générale. Des fois, ça peut comprendre des patientes enceintes, mais il y a beaucoup d'éléments indirects. Premier élément indirect, chez les patients critiques, c'est fait en pratique courante en réanimation sur un patient sur 3 tous les jours. Donc, il suffit que le patient reste 3 jours pour que statistiquement, il ait a priori reçu des échographies. Les échographies les plus réalisées sont l'écho cardiaque et l'écho pulmonaire. Et l'impact diagnostique recensé par les praticiens est de 84%, l'impact thérapeutique de 69%. Et plus les patients sont critiques, plus l'échographie est contributive. Donc, on a un élément indirect. Donc, plus les patients sont graves, plus l'écho thoracique peut servir.
Deuxième élément indirect, en réanimation, si on monitore la réponse au remplissage, la prédiction de la réponse au remplissage, quand on fait des méta-analyses et qu'on poule les études, on a l'impression, alors c'est pas forcément avec de l'échographie, mais c'est monitorer la précharge dépendance, on a l'impression, on a une tendance significative dans cette méta-analyse vers une réduction de la mortalité. Ce qui veut dire que votre patient prééclamptique sévère, par exemple, si elle est grave et qu'elle est mise en réanimation, et bien là, on a une étude pour dire que il faut regarder si elle est précharge dépendante, par exemple avec l'échographie. Par contre, si elle n'est pas en réanimation, elle est en SSPI, on ne peut pas faire de recommandation parce qu'il n'y a pas d'étude en SSPI sur les femmes enceintes. Vous voyez, on touche aux limites de l'évidence-based, mais il y a des éléments indirects. Et puis, il y a aussi le périopératoire. Ces patientes, elles peuvent être opérées, elles peuvent avoir des césariennes, etc. Elles sont particulièrement à risque, on va le voir, de faire des œdèmes pulmonaires. Donc il faut faire très attention au rapport bénéfice-risque, on le verra, du remplissage. Et on sait que chez des patients pourtant moins fragiles en périopératoire, eh bien, on a une diminution des complications lorsqu'on monitore le débit cardiaque pour titrer nos épreuves de remplissage et non pas remplir à l'aveugle. Et on a peut-être même une tendance à la diminution de la mortalité, mais qui n'est pas significative, mais vraiment on a une amélioration du pronostic lorsqu'on monitore le débit cardiaque pour titrer le remplissage vasculaire en péri. Et puis, quand on se sert de l'échographie pour les détresses respiratoires en service, ça c'est une étude qu'on a fait dans le service. Un jour, c'était une équipe avec l'écho qui assurait les urgences intra-hospitalières. Un jour, c'était une équipe qui n'avait pas d'échographie. Eh bien, lorsqu'on tombait sur l'équipe qui avait l'échographie, on avait plus de bons diagnostics au pied du lit, on avait des traitements qui étaient plus ciblés, et on avait une mortalité qui était diminuée par 2 dans ce groupe-là. Donc, c'était très important. Là, une étude qui montre à une association entre l'utilisation de l'échographie pour la détresse respiratoire et la détresse hémodynamique et une diminution de la mortalité. Mais ce ne sont pas des femmes enceintes, ce sont des patients tout venant en service qui sont pas forcément moins fragiles. Alors en obstétrique, est-ce qu'il y a un rationnel aussi pour utiliser cet outil qui paraît extrêmement intéressant et attirant? La première réponse, c'est oui, il y a le terrain parfait, la femme enceinte, c'est pas une maladie, c'est le royaume du monitoring non invasif, non irradiant, et donc c'est le royaume de l'échographie. Deuxième élément pour dire qu'il faut absolument en faire et que c'est un bon terrain de jeu, c'est que non seulement c'est le bon terrain, mais en plus, il y a toutes les causes reconnues d'échographie dans le contexte obstétrical. Il y a des modifications physiologiques qu'il faut individualiser. Il y a une incidence extrêmement importante d'œdème pulmonaire, d'embolie pulmonaire, de choc hémorragique avec l'hémorragie de la délivrance, de choc cardiogénique avec la cardiomyopathie du postpartum. Donc finalement, il est temps d'incorporer cet outil, ce nouvel outil diagnostique qui est l'échographie point of care aux patientes d'obstétrique. Et c'est un peu un paradoxe. C'est en obstétrique qu'on a quasiment inventé l'échographie point of care avec les gynécologues obstétriciens qui s'en servent dans leur examen clinique. Donc il faut que nous, en anesthésie obstétricale, également, on s'en serve. Heureusement, les choses bougent et on va voir que on peut maintenant, vous pouvez vous servir de cet outil pour personnaliser la prise en charge dans les situations critiques. Et il y en a plein en anesthésie obstétricale, les états de choc, l'expansion volémique qui est quasiment une situation critique chez la patiente enceinte tant elle est à risque d'œdème pulmonaire, la détresse respiratoire et l'hémorragie du postpartum. Alors commençons par l'échographie pour une première cause, pour une première situation critique que sont les états de choc et éventuellement l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas trop mal décrit dans la littérature, c'est les modifications cardiaques liées à la prééclampsie sévère. On sait que une augmentation des résistances vasculaires systémiques, une augmentation de la pression artérielle, ça va remodeler le cœur, ça va entraîner des troubles de la fonction diastolique, car en plus, ça peut être associé à un œdème myocardique. Ensuite, plein d'autres modifications cardiovasculaires au cours de la grossesse, avec des implications qui sont multiples. Il y a l'augmentation de la volémie et du débit cardiaque, qui fait que ces patientes peuvent faire des chocs hémorragiques plus vite, plus brutaux, notamment les hémorragies de la délivrance. Il y a donc les troubles de la fonction diastolique qu'on vient de voir, liés principalement à la prééclampsie sévère et qui donnent un risque accru d'œdème pulmonaire. Il y a la compression de la veine cave inférieure qui peut diminuer le retour veineux, altérer
on va dire, la résistance à certains changements, comme la vasoplégie liée à la anesthésie, les changements de position, etc. Il y a la présence d'un fœtus qui nécessite qu'on monitore, qu'on maintienne une bonne pression de perfusion et qu'on monitore le fœtus. Il y a encore une fois la compression cave et aortique et la présence du fœtus qui fait que en cas d'arrêt cardiaque, il faut faire une césarienne en urgence dans les 4 minutes parce qu'il y a 2 personnes en une et qu'en plus ça peut être bénéfique pour le fœtus mais aussi pour la maman car ça va diminuer la compression aortocave et ça va améliorer l'état hémodynamique. Le décubitus latéral gauche donc, peut aussi servir à diminuer ces modifications hémodynamiques. Et la compression de la veine cave inférieure et les modifications hormonales font que ces patientes sont à risque de thromboembolie et d'embolie pulmonaire. Donc vous voyez qu'il y a énormément de modifications cardiovasculaires induites par la grossesse qui ont des implications dans la prise. Mais l'échographie, elle va surtout nous aider à faire le bon diagnostic de l'état de choc, le diagnostic étiologique, puisque ce qui va être le plus important dans un état de choc, c'est finalement de traiter la cause. Et avec l'échographie, on a les différents états de choc ou les différentes causes d'arrêt cardiaque, on a finalement des réponses très simples, visuelles, qu'on peut acquérir avec très peu d'entraînement en échographie cardiaque. La coupe la plus utile, ça va être la coupe sous-xiphoïdienne, et en cas de choc cardiogénique, on verra visuellement un VG qui ne se contracte plus. Si c'est diffus, c'est notamment une cardiopathie du péripartum, et si c'est focalisé, c'est potentiellement un infarctus du myocarde ou un Takotsubo. En cas de choc hypovolémique ou distributif, donc choc hémorragique, choc par déshydratation, choc septique ou choc anaphylactique, on aura des signes d'hypovolémie, qu'elles soient vraies ou relatives, et donc on aura au niveau de l'échographie une exclusion systolique du ventricule gauche, on aura un collapsus complet de la veine cave inférieure, éventuellement un épanchement là où il y a le saignement. Enfin, on peut aussi diagnostiquer les causes de choc obstructifs, pneumothorax avec l'écho pulmonaire et la présence d'un pont poumon et de l'abolition du glissement pleural en antérieur, la tamponnade avec un épanchement péricardique et l'embolie pulmonaire avec un cœur pulmonaire aigu. Donc finalement, avec des images très simples qu'on peut interpréter visuellement, ça c'est un VG normal, ça c'est un VG qui bouge quasiment plus, ça c'est des signes d'hypovolémie, qu'elles soient relatives ou absolues, c'est le contexte qui me dira que c'est plutôt une hypovolémie relative, anaphylactique ou septique, ou une hypovolémie absolue, par exemple choc hémorragique, c'est le contexte qui le dira. Ça c'est un choc obstructif avec une tamponnade, et ça c'est un autre choc obstructif, plutôt en faveur d'une embolie pulmonaire, avec un cœur pulmonaire aigu. Donc vous voyez qu'avec des choses très très simples, on peut avancer beaucoup sur le diagnostic étiologique en quelques secondes dans une situation critique qui nécessite une réponse particulièrement rapide à un problème donné. Donc savoir si c'est un choc cardiogénique, hypovolémique relative, une tamponnade ou une embolie pulmonaire. Donc voilà pour la première partie qui était finalement de voir comment l'écho nous aide dans un état de choc ou dans un arrêt cardiaque. Dans un arrêt cardiaque, c'est la même chose, on fait la coupe sous-xiphoïdienne, on regarde les mêmes signes. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter plus de 10 secondes de masser, donc on doit voir tout ça en 10 secondes et on doit compter à haute voix. Et on doit bien sûr, en cas d'arrêt cardiaque, tout de suite préparer la césarienne au cas où la patiente ne soit pas repartie au bout de 4 minutes. Une deuxième situation dans laquelle l'échographie va beaucoup nous aider, c'est pour monitorer le remplissage vasculaire et monitorer deux choses. La nécessité du remplissage vasculaire et sa sécurité. La nécessité du remplissage vasculaire, ça va être savoir si ma patiente est sur la courbe ascendante de Frank Starling et si elle va augmenter son débit cardiaque. En effet, il ne faut pas remplir au hasard des patientes enceintes, a fortiori des patientes qui ont une prééclampsie sévère. Alors pourquoi ? Parce qu'au cours de la grossesse, on a un double risque. On a d'un côté le risque de faire une hypovolémie, une hypoperfusion d'organes et une souffrance fœtale, et de l'autre côté, un risque extrêmement important de faire un œdème pulmonaire. Donc on doit absolument titrer le rapport bénéfice-risque d'un remplissage à chaque fois avant de mettre un remplissage en route. Il n'y a pas de remplissage vasculaire anodin chez une femme enceinte, a fortiori chez une femme prééclamptique sévère qui va être encore plus fragile. Et pourquoi elle est encore plus fragile ? Pourquoi elles sont fragiles, ces femmes ? Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire un modèle expérimental d'œdème pulmonaire. Vous avez une réduction de la relaxation, une altération de la fonction diastolique, une hypervolémie, une augmentation de la post-charge, une augmentation de la pré-charge, une augmentation de la pression
hydrostatique au niveau des capillaires pulmonaires, une réduction de la pression oncotique et éventuellement une perméabilité capillaire qui est aggravée, notamment en cas de prééclampsie sévère. Donc c'est vraiment une bombe à retardement, une femme enceinte et a fortiori une femme enceinte prééclamptique sévère. Et donc avant de la remplir, il faut savoir si elle va augmenter son débit cardiaque. Si elle ne va pas augmenter son débit cardiaque, ça ne sert à rien de prendre ce risque très important pour rien. Donc pour ça, on regarde la précharge dépendance, c'est-à-dire on regarde sa patiente est sur la courbe ascendante de Frank Starling, ou si elle n'est pas sur la portion ascendante, si elle est sur la portion horizontale. La réponse au remplissage vasculaire, c'est défini par 15% d'augmentation du débit cardiaque après 500 ml de remplissage. Donc ce que nous, on va devoir faire, c'est essayer de prédire ça, sans remplir, parce que c'est une définition a posteriori, la précharge dépendance. Je remplis, et au bout de mes 500 ml, je vois que j'ai augmenté mon débit cardiaque de plus de 15%. Mais si ça n'a pas augmenté, il est déjà trop tard. Donc comment prédire ça? Il faut prendre d'un côté une situation clinique qui fait varier le retour veineux, par exemple lever les jambes, ou la ventilation mécanique, ou éventuellement un mini fluid challenge. Et de l'autre côté, regarder les conséquences que cela va avoir sur le débit cardiaque ou ses dérivés. Si mon changement de volémie ne fait rien sur mon volume d'éjection systolique, ça ne sert à rien que je remplisse. Si mon changement de retour veineux augmente le volume d'éjection systolique, ça veut probablement dire que cette patiente bénéficierait en termes de débit cardiaque d'une augmentation de sa précharge d'un fluide. Donc pour ça, il va falloir monitorer le volume d'éjection systolique, monitorer le débit cardiaque et voir comment il réagit à différentes situations cliniques. Et pour ça, il faut avoir un bon moyen de monitorer le débit cardiaque. Ça tombe bien, l'échographie, c'est la méthode de référence, le monitoring non invasif du débit cardiaque chez la femme enceinte. Et donc, ce qu'on va regarder en échographie, ça s'appelle l'intégrale temps-vitesse sous-aortique. C'est finalement l'équivalent du volume d'éjection systolique. Il suffit de multiplier ça par la surface de la chambre de chasse pour avoir le volume d'éjection systolique. Et donc, je peux avoir battement par battement le volume d'éjection systolique. Donc, je peux regarder, quand je fais certaines modifications, si ça augmente ou si ça diminue ou si ça ne fait rien sur le volume d'éjection systolique. Donc, le meilleur moyen d'évaluer la précharge dépendance de manière non invasive, chez des patientes qui ne sont pas donc équipées de manière invasive, c'est regarder ce qui se passe quand on fait un lever de jambe. C'est-à-dire on garde la patiente avec la même orientation, elle est demi-assise comme ça, et on va finalement la mettre à plat, et ça va recruter du sang, et on regarde si ça fait quelque chose sur son volume d'éjection systolique. Alors ça, c'est bien validé en dehors de la grossesse, mais dans la grossesse, il y a un problème, c'est la compression aortocave. Et donc, on ne savait pas si c'était valide. Et nous avons, il y a quelques années, validé ce critère en faisant des manœuvres de levée de jambes aux patientes oliguriques sévères. On les remplissait après. Et on s'est rendu compte que, finalement, la seule chose qui prédisait la réponse au remplissage, définie donc par une augmentation du débit cardiaque de 15%, la seule chose qui prédisait la réponse au remplissage, c'était l'augmentation de l'ITV quand on levait les jambes. C'est-à-dire les modifications du débit cardiaque quand on levait les jambes. Mais il y a d'autres études depuis qui ont montré que chez la femme enceinte, même s'il y a une compression aortocave, le fait de lever les jambes modifie suffisamment le retour veineux pour savoir si la patiente est précharge dépendante ou non. Donc les conséquences de cette étude, c'était de dire, voilà, finalement, il n'y a qu'une chose pour savoir, pour prédire si votre patiente elle va répondre ou pas en termes de débit cardiaque, c'est de lui lever les jambes et de regarder ce que ça fait sur le débit cardiaque ou le volume d'éjection systolique ou l'ITV. Et la deuxième chose, c'était de dire, vous voyez, les critères cliniques sont vraiment nuls, parce que même chez les patientes les plus graves, les patientes prééclamptiques sévères, les patientes prééclamptiques sévères avec oligurie, il n'y en a que 50% qui répondaient au remplissage, et donc la clinique ne permettait absolument pas de savoir lesquels. Donc il faut individualiser, il faut personnaliser le remplissage vasculaire en faisant de l'échographie ou en tout cas du levée de jambes chez ces patients. Et une fois qu'on a fait ça, on peut voir quelle patiente va augmenter son débit cardiaque si on la remplit. Mais on ne va pas savoir si elle risque de se mettre en OAP ou pas. A priori, il y a moins de risque de se mettre en OAP si on est dans la portion ascendante de Frank Starling, mais il faut quand même faire attention et essayer d'évaluer le risque de faire un OAP, c'est-à-dire la pression qui règne dans les capillaires pulmonaires, un équivalent de PAPO quand on avait les Swan Gants. Et donc ces pressions de remplissage, c'est un paramètre extrêmement important à évaluer. Et ça tombe bien parce qu'on peut l'évaluer
très simplement, alors soit avec l'écho cardiaque, mais c'est une mesure qui finalement est assez dure, soit tout simplement en regardant en antérieur s'il y a des lignes B chez nos parturientes. Et nous, on avait fait ça chez des patients de prééclamptique sévère, et on s'était rendu compte qu'il y avait une très bonne corrélation entre le nombre de lignes B et les pressions de remplissage définies cardiographie. Et ces lignes B, c'est quoi finalement? Ce sont des lignes qui sont verticales, qui descendent du haut de l'écran jusqu'en bas de l'écran sans épuisement, et qui nous indiquent, lorsqu'elles sont bilatérales et symétriques, qu'il y a de l'œdème pulmonaire. Alors, de l'œdème pulmonaire qui peut être soit lésionnel, soit cardiogénique, soit un OAP, soit lésionnel. Et pour ça, on va faire la différence en regardant les pressions de remplissage. Mais en tout cas, en regardant très simplement avec une sonde abdominale en antérieur, de manière bilatérale symétrique, s'il y a des queues de comètes verticales, eh bien, on peut déjà avoir une idée de l'eau dans les poumons. Donc, ce sont ces lignes que vous avez au milieu de l'écran, ces lignes verticales qu'il faut rechercher si vous recherchez un syndrome interstitiel et de l'eau dans les poumons. Et donc finalement, on a une très bonne corrélation entre le nombre de lignes B et les pressions de remplissage, ce qui veut nous dire que dans la prééclampsie sévère, l'œdème pulmonaire est principalement hydrostatique, il est principalement corrélé à des pressions de remplissage élevées, donc il est principalement lié à un OAP. L'œdème pulmonaire dans la prééclampsie sévère, c'est principalement un OAP. Et donc, comment on peut se servir de l'écho pour guider le remplissage vasculaire? Déjà, il faut être plutôt restrictif chez les patientes enceintes parce qu'elles sont à risque d'œdème pulmonaire très important. Lorsqu'on a des signes d'hypoperfusion, par exemple des marbrures, par exemple une oligurie, par exemple une souffrance fétale, à ce moment-là seulement, il faut se poser la question de la précharge dépendance et regarder donc le delta ITV en levant les jambes. On lève les jambes, le retour veineux est augmenté. Donc si mon cœur est dans la partie ascendante de Frank Starling, ça va lui faire quelque chose, il va augmenter son débit cardiaque. S'il n'est pas précharge dépendant, ça ne va rien lui faire, donc ça ne sert à rien de remplir. Vous n'aurez que les effets secondaires et pas les effets bénéfiques. Si mon delta ITV est bas, eh ben, il ne faut pas remplir, j'aurai que les effets secondaires, mon patient n'est pas précharge dépendant. Il ne faut pas remplir. Si mon delta ITV est haut, eh bien, il va probablement augmenter son débit cardiaque si je le remplis. La patiente va probablement augmenter son débit cardiaque si je la remplis. La question est, faut-il la remplir? Est-ce que c'est quand même safe? Donc là, je regarde à l'écho pulmonaire si j'ai déjà des lignes B. S'il n'y a pas de ligne B, eh bien, c'est safe. Les pressions de remplissage sont basses, l'écho pulmonaire est basse. Donc la patiente est précharge dépendante, il faut probablement la remplir. Si maintenant l'écho pulmonaire monte des lignes B, ben là on est dans une situation particulièrement grave, où la patiente est à la fois hypovolémique et à la fois avec des pressions de remplissage qui sont élevées et de l'œdème pulmonaire. Donc là c'est une décision collégiale, pluridisciplinaire qu'il faut voir s'il faut poursuivre ou arrêter la grossesse. Et si jamais on décide de faire une prise en charge hémodynamique, eh ben, il faut probablement faire un mini-fluid challenge de 100 ml par exemple, être très prudent et réitérer immédiatement après, réévaluer le nombre de lignes B et la valeur du delta ITV. Voilà, donc vous voyez qu'avec finalement une prise en charge, un outil assez simple, on peut avoir une prise en charge très élaboré du remplissage vasculaire et beaucoup plus élaboré que juste ce que je fais 500 ml, oui, non, comme ça, pour regarder, par exemple parce qu'elle diminue sa durée, alors qu'en fait, on a vu que 50% des patientes oliguriques prééclamptiques sévères n'étaient pas répondues. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas recommandé, mais dans l'argumentaire, on a souligné qu'il fallait probablement le faire. On n'a pas d'études randomisées, on n'aura peut-être jamais, mais il y a beaucoup d'arguments extérieurs pour nous dire de le faire. Alors une autre application, une autre situation clinique potentiellement à risque, c'est la détresse respiratoire aiguë. Alors là aussi, l'échographie pulmonaire, ça marche très très bien hors de la grossesse. Si on prend l'échographie pulmonaire seule, ce qu'il ne faut pas faire, il faut couper les échographies, on a déjà des bonnes aires sous la courbe pour le diagnostic de pneumonie, le diagnostic d'OAP, le diagnostic d'asthme. En gros, un asthme, on aura une écho pulmonaire normale, puisque ce sont les bronches qui sont touchées. Un OAP, on aura des lignes B, des queues de comète donc bilatérales symétriques. Et une pneumonie, on aura souvent une atteinte plutôt unilatérale, mais on peut avoir des atteintes bilatérales en cas de Covid ou de grippe. Mais là, c'est la contextualisation qui nous aide. Il y a de nombreuses études qui ont montré que lorsqu'on utilisait l'échographie multimodale, on augmentait
nombre de patients qui étaient bien diagnostiqués, qui étaient bien classés et qui on faisait le diagnostic. On vous propose d'arrêter vite, peut-être, non, parce qu'il est déjà tard. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'études qui montraient que ça améliorait le pronostic. Il y a peu d'études finalement On vous propose d'arrêter parce qu'il est déjà tard. Si éventuellement vous voulez 1 ou 2 minutes de discussion, parce que le topo théorique c'était fast, autrement dit plutôt le ventre en gros, qui vous intéresse probablement plus que ces éléments-là qui sont quand même très, on va dire, sophistiqués, plutôt de réanimation. Est-ce que vous voulez qu'on discute 2 petites minutes sur la partie abdominale quand même, qui n'a pas été évoquée là? Parce que, et qui en fait c'est plutôt vous qui le faites d'ailleurs d'une façon générale, qui nous guidez sur l'exploration abdominale, par exemple dans une hémorragie, pour savoir s'il y a du sang dans l'utérus, en dehors de l'utérus, dans les gouttières, dans le rectus, ou sous les coupoles. Enfin, donc là, je sais pas si, je sais pas très bien jusqu'où aller, mais est-ce que vous avez vous dans votre un ou 2 commentaires à faire là? Je dirais de votre côté, vous en tant qu'obstétricien? Non, pas spécialement. Comment vous raisonnez en pratique quand vous avez, je sais pas moi, allez, disons un choc hémorragique, une hémorragie dans le cadre du postpartum? Donc maintenant l'échographie est banalisée, j'irais, systématique, on va dire. Je crois que l'enjeu, je te coupe. L'enjeu, c'est surtout, à mon sens, ce qui avait bien été rappelé dans les rapports du CNEM, c'est les problèmes d'hémorragie non extériorisées. Oui, où là, parce que quand elle est extériorisée, bon, c'est relativement simple. Mais les hémorragies post-césariennes, en tout cas, toute suspicion de état, on va dire, de choc ou de collapsus post-césarienne doit faire pratiquer cette fameuse fast écho qu'on n'aura pas vue, donc visant à évaluer justement et à clarifier la présence d'hémorragie et éventuellement à compléter d'un scanner si l'écho reste négative malgré une suspicion et un état de choc qui se prolonge avec une hémorragie non extériorisée. Je pense que c'est un des messages forts. C'est ça. Est-ce qu'il y a du sang dans l'utérus ou en dehors de l'utérus? Déjà, c'est la première notion importante qui va guider un peu la prise en charge ultérieure. Écoutez, là, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'il est déjà même 38, donc on est en retard même par rapport aux fins de session. On vous remercie beaucoup d'avoir été patient jusqu'au bout des topos. Merci aux orateurs, et puis on vous souhaite une bonne fin de congrès. Bonne journée à vous tous. Merci.